Les déclarations politiques se multiplient à travers la République démocratique du Congo. Si hier, on pouvait parler des provinces, aujourd'hui, on parle également de l'Assemblée nationale où certains députés réitèrent leur soutien au président de la République. Qu'est-ce que l'on doit comprendre à travers ces messages? Est-ce un soutien réellement du président de la République? Un désaveu de Jean-Marc Kabound? Vous le savez, l'actualité est dominée par cela, la crise au sein de l'UDPS, et également ceux qui ont désavoué Jean-Marc Kabound au sein de l'UDPS, et également lui retire aussi son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, poste qui appartient au parti UDPS. Eh bien, on en parle encore ce soir. Eh bien, parce que justement, le coordonnateur des députés révolutionnaires de l'Union sacrée, ensemble avec ces députés, ont fait également une déclaration. Que devrons-nous comprendre à travers leur déclaration au niveau de l'Assemblée nationale? C'est l'actualité que nous allons aborder aujourd'hui avec le député national Dédé Kodora, qui est président, plutôt coordonnateur justement de députés de l'Union sacrée, les révolutionnaires du mois. L'actualité sera dominée par cela. Vous le savez également, aujourd'hui, l'on célèbre les 5 ans de décès de Étienne Tshisekedi, le sphinx de Limete, le grand opposant que l'on reconnaît à travers la République démocratique du Congo. Et oui, son combat persiste encore. Devrons-nous parler encore de ce parti avec l'idéal, le peuple d'abord? On évoquera également la question avec un député provincial, Peter Kazadi, aussi cadre de l'UDPS. L'actualité vous préoccupe, nous préoccupe aussi. Ce soir, les grands titres, c'est avec Jenny Kayembe. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutela, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Félix Tshisekedi a dévoilé les monuments d'Étienne Tshisekedi ce mardi. C'était à l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire d'Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire en la paroisse Sainte-Anne. État des sièges en Ituri, la population peut désormais vaquer librement à ses occupations. Plusieurs localités de la chefferie de Oualès et Vonkoutou sur la route nationale numéro 4 sont désormais sécurisées. Résultat des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisa Mouleke de l'axe Commanda Luna. En Guinée-Bissau, des tirs ont été signalés dans les centres-villes près des institutions ce mardi. Beaucoup de mouvements de militaires ont été constatés autour de certains bâtiments officiels. La situation est très confuse. Des détonations ont provoqué une panique générale. Les écoles sont fermées. Pour l'instant, on ne connaît pas les intentions des assaillants. Et puis en sport, c'est ce mercredi que reprennent les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons affronteront le Cameroun et le Sénégal jouera face au Burkina Faso. Les deux matchs se joueront à 20h, heure de Kinshasa. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 18h, passé de quelques minutes. Nous allons prendre le tout premier dossier de ce soir. Il est député national, coordonnateur de députés révolutionnaires de l'Union sacrée, Dédé Kodora. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Aujourd'hui, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors si aujourd'hui l'on devrait revenir, on vous a suivi, vous avez fait toute une déclaration ensemble avec les députés. Pourquoi aujourd'hui et maintenant? Oui madame, comme vous savez, nul n'ignore l'actualité qui défraie aujourd'hui la chronique de notre pays. Oui. Entre autres, vous avez suivi tous les problèmes qui se passent au niveau de l'IDPS, où le parti a décidé de mettre à côté son ex-président Haï. Et aussi au niveau du Parlement, il y a aussi certains collègues qui s'évertuent à prendre des initiatives tendant à créer un peu quelques confusions dans le groupe
et donnant l'impression comme si au niveau de l'Assemblée ou dans le groupe de l'Union sacrée, il y a quelque chose qui devrait mettre en péril la stabilité de notre institution et surtout de notre majorité. Par ces faits, les députés révolutionnaires qui sont comme les sentinelles, les gardiens du temple de l'Union sacrée, devraient quand même lever les tons pour donner leur position face à toutes ces actualités et aussi fixer l'opinion sur leur position par rapport à ce qui s'est dit dans la presse et dans l'opinion. La presse ne fait que dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a vu un autre député également qui s'est exprimé quant à ce. Aujourd'hui, vous voulez nier cette crise alors que déjà, il y a des positions qui ne vont pas dans le même sens. Oui, madame, c'est vrai que les gens peuvent croire à une crise parce que la personne qui est concernée dans l'actualité n'était pas une moindre. Et c'était l'homme qui était vraiment dans la commande. Dans la machine, au four et au moulin. Oui, on peut l'affirmer, dans la machine même de la formation de l'Union sacrée, parce que l'initiateur de l'Union sacrée reste le président de la République. Et le président de la République, à l'époque, a estimé que lui étant président de l'IDPS, qui est son parti, lui a confié cette mission-là d'essayer de mettre en place un nouveau mécanisme ou une nouvelle majorité qui devait le permettre à asseoir sa vision. Alors l'homme a joué quand même une partition importante dans cette lutte. Et de ces faits, il est normal qu'aujourd'hui, s'il est en disgrâce ou il est mis de côté, les gens peuvent penser que, vu sa position, ça pouvait quand même créer quelques fissures ou successions au niveau de la boîte, c'est-à-dire au niveau de la majorité. Mais les révolutionnaires qui forment un groupe majoritaire au niveau de la Chambre basse, c'est-à-dire au niveau de la majorité parlementaire, devaient lever les tons pour donner leur position face à ce qui apparaît comme une crise. Donner position, ça sous-entend beaucoup de choses. Parce que déjà, vous êtes en vacances parlementaires. On suppose que la session de mars qui vient sera aussi consacrée par cela. Parce qu'il n'y a pas que le cas de M. Jean-Marc Kabound, l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas encore officiellement une démission, ou encore s'il faut le déchoir, il faudrait attendre la session de mars. Donc il est encore président premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce message de soutien au chef de l'État sous-entend quoi? Parce qu'on sait, ça, vous l'avez dit, vous êtes majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quand vous montrez officiellement que vous soutenez la vision du chef de l'État, ça sous-entend quoi? Non, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui. Dans toutes nos déclarations, nous avons toujours exprimé ce contexte, il est soutien-là. différent? Oui, à chaque fois, parce que c'est presque depuis que le groupe est là, c'est peut-être la 4e ou 5e déclaration. Et à chaque déclaration, nous renouvelons ce soutien-là et nous l'exprimons pour que l'opinion sache que dans l'Union sacrée, les groupes des révolutionnaires sont là pour soutenir les actions du chef de l'État. Et par rapport aussi à l'actualité, il fallait quand même donner la position claire que les révolutionnaires sont là pour les chefs de l'État. Ils soutiennent sa vision, ils soutiennent ce qu'il a promis à la population qui devrait, à travers sa majorité, par les actions du gouvernement, mettre en place des programmes qui devraient donner quand même un coup de pouce dans la vie de notre population. Et pour ça, nous devions d'abord commencer par renouveler d'abord ces soutiens-là et développer aussi, parce que dans notre déclaration, nous ne sommes pas seulement attardés sur la situation qui prévaut au niveau de l'IDPS. D'ailleurs, je ne voudrais même pas qu'à travers cette émission, qu'on s'attarde plus sur ça, parce que c'est un problème interne à l'IDPS. Nous ne sommes pas de l'IDPS. Le parti IDPS, c'est un grand parti. Il a des données peut-être que nous n'avons pas. Le parti a estimé que pour le moment, ils ne peuvent pas continuer avec l'honorable Jean-Marc Kabound, qui reste notre collègue. À ce niveau-là, nous n'avons pas grand-chose à dire là-dessus. Mais quant à sa position au niveau de l'Assemblée, pour le moment, nous disons, ce n'est pas à nous de décider la suite, parce que c'est l'IDPS qui avait donné le mandat. Le poste appartenait à l'IDPS, c'est à l'IDPS de lever l'option. Mais quant à nous, nous voulons exprimer notre soutien au chef de l'État, lui témoigner toute notre loyauté, que si aujourd'hui Jean-Marc Kabound, qui était notre premier vice-président, qui reste
jusqu'à ce jour, parce qu'il n'a pas encore déposé officiellement sa démission. S'il aura d'autres directives ou d'autres actions que le chef de l'État pourra conduire ou demander aux députés de le faire, nous sommes prêts à nous assumer face à ce qu'il va nous demander. Alors, quel a été, au-delà de ce message de soutien au chef de l'État, quel a été l'essentiel de votre message également? Parce que le peuple aussi doit se retrouver dans ce que vous dites. Oui, le peuple se retrouve dans des institutions qui sont stables. Madame, aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que si l'Assemblée nationale, s'il y a une instabilité au niveau de l'Assemblée nationale, aura une influence, même si le gouvernement est dedans, le peuple ne va pas se retrouver. Notre message, c'est un message d'union, d'unité. C'est un message qui doit donner l'espoir que l'Assemblée nationale n'est pas vacillée par tout le vent ou par tout ce qui se passe et que la majorité est bel et bien là. Le gouvernement peut s'assurer que sa majorité est là et qu'il peut continuer toujours à programmer ou à mener ses actions qu'il a déjà dans le pipeline et qu'il ne peut pas trop s'inquiéter de ça. Parce que la crise, madame, quand vous regardez de près, cette crise, les gens interprètent ça dans tout le sens possible. Mais parce qu'il y a un silence aussi. Parce qu'il y a un silence, que c'est pourquoi chacun interprète à sa manière. Voilà, le silence comme la crise. Vous avez dit que la crise qui est au niveau de l'IDPS ne pouvait aller dans le sens de toucher l'Assemblée. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toutes les forces qui composent la majorité. Les forces-là sont en train de lever le ton pour dire qu'à leur niveau, il n'y a aucun problème. Et que cette crise ne pourra pas avoir une incidence sur le fonctionnement de notre majorité. Voilà un peu ce qu'on pouvait. Nous avons voulu témoigner ça et dire à l'opinion que, en tout cas, ils ne peuvent pas trop s'inquiéter parce qu'il ne nous reste que 2 ans pour aller aux élections, madame. Et ce peuple a besoin quand même que le gouvernement se mette rapidement au travail à travers le programme de 145, le programme de développement de 145 provinces, que tout le monde attend. Il n'est pas maintenant indiqué pour nous d'avoir encore une crise qui risque de retarder ce programme qui est vraiment salutaire pour notre population. Oui, justement, en parlant du programme de développement de 145 territoires, aujourd'hui, si on devrait s'y attarder, on se dit oui, est-ce qu'on devrait encore espérer? Parce que les précédents projets qui ont été lancés, on n'a pas senti également les députés bousculer pour qu'il y ait finalement les résultats attendus. Et devrons-nous encore espérer avec les 145 territoires en quelques années, je dirais même une année et quelques mois? Oui, c'est vrai que le gouvernement, Sama Lukonde, il a lancé le programme Tshilé-Djilou qui est encore en cours. Et que les députés ont dit qu'au mois de mars, ils vont essayer d'évaluer ce programme-là parce que le programme Tshilé-Djilou n'est pas encore totalement terminé, ce projet-là. Il y a aussi le projet de Kinshasa Zéro Trou qui est encore en cours. C'est-à-dire, attendez, au mois de mars, quand les députés reprendront le chemin du Palais du Peuple, je crois qu'il y aura quand même une évaluation. Il y a le couvre-feu, il y a l'état des sièges. Oui, apparemment, les députés font abstraction de tout ça au nom du soutien au chef de l'État. Non, madame, il n'est pas question ici de faire abstraction. Les députés font leur travail. Prenons par exemple le cas de couvre-feu. Le couvre-feu est lié plus à la situation sanitaire qui se vit dans notre pays. Moi, je viens du Canada. Au Canada, qui est un grand pays de grande démocratie, vraiment, c'est tous les commerces qui sont fermés. Les restaurants, les bars, ce n'est que des services minimums qui fonctionnent. Vous voyez que la pandémie a imposé un autre rythme à tout le pays du monde. Je prends l'exemple, le Cameroun aussi, comme un autre pays, vous allez très loin au Canada. Tout dépend, je prends le Cameroun par exemple. Tout dépend ici, de l'évaluation de la situation de chaque pays. Chaque pays a sa façon d'évaluer sa situation. Et pour le Congo, jusqu'à maintenant, le gouvernement estime que le couvre-feu, il le maintient encore. D'abord, c'était jusqu'à 22 h, il a repoussé à 23 h. Il va évaluer, je ne vois pas pourquoi il doit continuer à garder le couvre-feu si jamais que la situation s'améliore. Sur ces points-là, moi, je ne crois pas que c'est une question de punir la population, mais c'est une question plus de protéger la population contre la maladie qui est en train vraiment de faire des rages à travers le monde. Quant à l'état de siège... Alors que les députés qui sont issus de ces provinces-là ont même eu, pendant un moment donné, à boycotter les plénières pour dire que ça ne marche toujours pas. Pourquoi devons-nous continuer avec cela? Oui, madame, vous savez que la situation de l'Est, ce n'est pas une situation qui a commencé à 2020 ou 2021. C'est une situation qui a pris du temps. Oui. Et aujourd'hui, pensez qu'en 1, 2, 3 mois, qu'on peut mettre fin
ou qu'on doit éradiquer totalement ces groupes armés ou ces terroristes, ce n'est pas quelque chose aisé. Vous avez vu même en Afghanistan, les États-Unis ont passé des années pour venir au bout. Et même des années là, vous avez vu les résultats. C'est-à-dire c'est une guerre auquel on ne peut pas comme ça penser que non, dans 15 jours, 20 jours ou dans 30 jours qu'on a donné au FRDC avec la décision de l'état de siège, qu'on devait venir à bout. Mais aujourd'hui, les gens donnent raison aux députés pour prolonger cet état de siège parce qu'il y a quand même une accalmie. Vous avez vu quand même, il y a une nette amélioration. Hier, on voyait chaque jour des images macabres qui se passent, mais aujourd'hui, on a vu quand même que l'état de siège porte de fruits. Les députés de l'Est, bon, ils ont raison aussi de faire plus la pression. C'est tout à fait normal. Quand vous avez vos frères, quand vous avez vos amis de l'école ou quoi qui sont massacrés comme ça, votre sentiment ne peut être qu'un sentiment de révolte. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a tenu bon, le gouvernement a mis de moyens. Vous voyez quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus, 1, 2, 3 jours, on attend quand même qu'il y a une accalmie à l'Est. La situation s'améliore. Et je crois que le gouvernement n'a pas l'intérêt de maintenir le peuple dans un régime particulier qui est l'état de siège. S'il évalue la situation et qu'il trouve que l'objectif auquel on a proclamé l'état de siège est partiel, même pas totalement, parce que cette guerre-là, je ne crois pas que même si on va lever l'état de siège, il aura totalement la sécurité. On pourra peut-être lever progressivement et continuer toujours à faire un effort pour que ces groupes armés-là soient complètement éradiqués. Ce n'est pas une situation. Moi, je ne crois pas que les gens qui pensent que l'état de siège a passé 2, 3, 4 mois, c'est comme si nous vivons dans une vase clos, alors qu'à travers le monde, la lutte contre le terrorisme prend beaucoup de temps, de moyens, et des fois, des grandes puissances subissent des revers devant ces groupes-là. Mais chez nous, quand même, notre armée tient bon et les résultats commencent à se faire sentir. Nous ne pouvons que soutenir, en tout cas, l'action de l'état de siège. Aujourd'hui, l'on célèbre le 5 ans l'on commémore les 5 ans de décès de Étienne Tshisekedi Bamulumba. Une figure de proue pour la politique, dans la politique congolaise d'aujourd'hui. Mais on se dit, est-ce que son combat est en train de trouver gain de cause aujourd'hui? Quand je parle de son combat, je parle du peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous certifier que le peuple d'abord se retrouve Madame, en République démocratique du Congo? Vous savez, le tshisekidisme, je crois, c'est presque une grande école, une grande philosophie qui est basée sur, comme vous dites, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est juste une phrase, un mot, mais c'est toute une philosophie. Le peuple d'abord, il y a d'abord la question état des droits. Le peuple d'abord, ça dit voir les social du peuple, voir comment le peuple, dans sa condition, il faut travailler pour améliorer du jour au jour sa condition de vie. Il faut qu'il y ait un pays où la loi est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, c'est toute une grande philosophie, toute une école. Aujourd'hui, nous célébrons. On ne célèbre pas comme on dit, on commémore les 5 ans d'anniversaire de la mort de Sphinx. Nous ne pouvons que garder une pensée pieuse devant cette disparition, mais que cette philosophie-là, il n'est pas seulement une philosophie liée à l'IDPS, il n'est pas une philosophie liée peut-être au... C'est une philosophie qu'il a laissée pour tout Congolais. Demander à tout Congolais de travailler pour sa population, de travailler pour sa patrie. C'est comme Mouzé pouvait dire, n'ai jamais trahi le Congo. Cette phrase-là n'était pas seulement destinée aux compagnons de Mouzé, mais c'est une phrase qui est destinée presque à tout le Congolais. Mais le peuple d'abord plus destiné aujourd'hui, quand on parle... aux politiques aujourd'hui. Quand on dit que le peuple d'abord... C'est une interpellation aux politiques. Qu'on pense que cette philosophie-là, on n'a pas encore atteint ce que prônait les Sphinx. Vous pouvez avoir raison parce que vous avez une population, un pays dont le tissu économique était vraiment complètement détruit. Madame, regardez un peu notre situation depuis, je peux dire, même depuis 2000, depuis 97, même 90 jusqu'à ces jours. Le pays traverse du jour au jour une crise même dans son appareil ou dans sa gestion quotidienne. Et cette crise-là a plombé presque le développement de notre pays. Dans un pays de 2 345 000 km², avec une population évaluée à près de 100 millions, 80 millions comme on le dit, il n'y a pas encore
un chiffre précis, vous avez un pays qui n'a pas de route. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas quitter ici, arriver à Mbandaka, arriver à Bandundu, dans de bonnes conditions. C'est-à-dire le pays n'a pas d'infrastructure. Le pays n'a pas des industries. Il n'a pas un système qui peut permettre d'asseoir une bonne politique pour démarrer ou faire progresser son développement. Il faut reprendre tout à zéro. Et quand un peuple qui attend tout, qui a une grande attente devant une marée ou devant je peux dire un fleuve de problèmes, il ne peut que penser que tout ce que le gouvernement est en train de faire, ça ne se fait pas ressentir parce que le trou est profond et pour essayer un peu de couvrir ce trou-là, ça prendra un peu du temps. Essayez de couvrir quel trou, honorable député, du moment où l'on savait, on peut prendre des exemples, si vous parlez des routes aujourd'hui, il y a des routes qui ont été réhabilitées avant, à peine même ici, si on doit prendre la route qui quitte vers les Bandundu, on doit aller à Kikwit vers le Bandundu, ça a été réhabilité à un moment donné, où l'on passait 2 semaines pour y arriver, à un moment donné, ça a été réhabilité. On parle aujourd'hui de simplement la route Matadi, Boma, ça a été réhabilité. Si je ne parle que de ça, sans compter les routes, et les routes ici à Kinshasa qui ont été agrandies et qu'on sort. Ça veut dire que quelque part, il y a des efforts qui se font, qui ont été faits et qui se font d'ailleurs aujourd'hui. Si on doit relever le saut de mouton également, ce sont des efforts qui sont en train d'être faits. Mais seulement, c'est à quel pourcentage? Parce qu'aujourd'hui, si la population devrait se retrouver, la population dont nous parlons, c'est la grande majorité qui manque presque de tout, qui manque des soins médicaux, de nourriture. Aujourd'hui, pendant la période de fin d'année, ici, vous avez entendu comment la population a crié famine, parce que justement, les gens, nous ne sommes encore à l'étape du manger. On ne peut même pas encore rêver plus que ça. Donc aujourd'hui, nous ne rêvons que manger et bien manger. Madame, en tout cas, vous avez même la réponse déjà à votre question. Que le pays, tout le tissu économique du pays était par terre. Parce que nous n'avons pas... Quand vous parlez de la route, vous avez été déjà à l'Équateur, même à l'est, regardez l'image. Oui, j'ai été à l'Équateur, à Mbandaka, à Gemena. Un point vers un autre. Vous quittez par exemple Gemena vers Guadolite, Gemena, Businga. Vous allez passer des jours. Pourquoi? Parce que les routes sont restées longtemps dans un état très dégradé. Et vous savez que sans les infrastructures routières, sans les routes, comment on peut penser à un développement? Parce que la population de Mbandaka, la population qui est à Gemena, quand il produit, il faut transporter vers les centres. Les routes à dessert agricole n'existent plus. Et le gouvernement aujourd'hui, à travers le programme de 145 territoires, a pensé qu'il faut toucher le point, il faut toucher le problème à la base pour essayer d'impulser le développement. Mais cette attente-là, bien sûr que la population pensait que quand le président Félix arrivera au pouvoir en une baguette de magie, il va changer la situation en une année. Mais on ne peut pas changer une situation qui était complètement par terre en une année, 2 ans. Et aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons est que le gouvernement, avec le programme qu'il veut mettre en place, qui est du sérieux, parce qu'il y a d'autres projets quand même où on a relevé beaucoup de failles dans la gestion. La plupart des projets, il faudrait on les reconnaît. En tout cas, là, aucun Congolais ne peut, même l'IGF, à travers ces rapports, relève quand même beaucoup de défaillances dans la gestion de certains projets qu'il faut sanctionner, qu'il faut arrêter toutes cette défaillance aujourd'hui qui crée quand même du tort dans ce qu'on est en train, dans ce que le gouvernement est en train de faire, mais que le programme de 145 territoires soit bien géré et que ce programme-là, à coup sûr, ça portera quand même un plus dans le vécu quotidien des Congolais. Alors si on devait parler de la session de mars, quelles seraient vos démarches, vous, en tant que député national, vous, en tant que coordonnateur des députés révolutionnaires de l'Union sacrée? Oui, la session de mars. Priorités. La session de mars, nous pensons bien que le gouvernement Sama a passé presque une année. Il était quand même investi depuis le mois d'avril. Et au mois de mars, ça sera presque une année. Il aura quand même quelques missions de contrôle et d'évaluation de l'action du gouvernement. Parce que nous estimons tous qu'il y a certains secteurs qui ne marchent pas encore bien. Il faut quand même qu'on essaie de demander quand même de comptes aux ministres qui sont dans ces secteurs-là pour qu'ils essaient de faire un peu plus. Parce que notre peuple attend beaucoup de ce gouvernement. On ne peut pas avoir, par exemple, des ministères où, à la tête, on sait que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il faut qu'on tire des conséquences. Et là, en tout cas, en session de mars, je crois bien
que les députés vont s'attarder plus dans la mission de contrôle, d'évaluation des actions du gouvernement. Et aussi, comme nous tendons vers 2023, il faut préparer déjà la loi électorale. Oui. C'est-à-dire on va aussi attaquer... Alors que la CENI réclame encore jusqu'à présent les moyens. Voilà, c'est tous ces problèmes-là que le gouvernement doit travailler plus, travailler davantage pour mettre le moyen à la disposition des CENI. Parce qu'aujourd'hui, nul dans ces pays, aucun politicien n'accepte encore la situation de glissement. Vous savez, le glissement en 2016 a créé beaucoup de tort au pays. Il y a eu des marches, il y a eu même des gens qui ont perdu leur vie, des Congolais qui pouvaient faire mieux, mais à cause de ces glissements-là, il y a eu des manifestations qui d'autres ont tourné très mal et nous ne pouvons plus accepter que nous vivons encore ces problèmes-là parce que la vie est sacrée. Et le chef de l'État, je vois dans toutes ses interventions, il tient à ce que les élections soient organisées dans les délais, mais c'est maintenant au gouvernement de mettre les moyens à la disposition des CENI pour que cette volonté-là soit transformée en une réalité. Alors, cela sous-entendrait qu'il faudrait qu'il y ait une certaine stabilité au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement. Qui dit retrait du mandat à Jean-Marc Kaboun, ça sous-entend un nouveau candidat que va présenter l'UDPS déjà pour remplacer Jean-Marc Kaboun, c'est qui est le plus normal, en tout cas en ce qui concerne la gestion des partis. Oui, ça c'est tout à fait normal, je l'ai dit, nous tous on fait cette analyse-là, que si, comme on l'a déjà radié au niveau du parti, les conséquences seront tout à fait normales au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun, je crois bien c'est un homme d'État. Il pourra peut-être tirer conséquence de cette radiation. Attendons voir jusqu'au mois de mars qu'est-ce que l'UDPS va décider et comment cette situation va se régler. Un message aux élus, notons plus qu'on est en vacances parlementaires, donc en trêve, donc on sous-attend que vos élus attendent des messages de vous, des rapports, des restitutions et qu'on sort. Exact. Nous demandons à la population de faire encore foi à ce gouvernement parce que les élus ne sont pas là nécessairement pour accompagner le gouvernement aveuglément. Nous votons le budget, on met à la disposition du gouvernement. C'est au gouvernement de travailler. C'est au gouvernement de donner les résultats. Et ce gouvernement doit comprendre que notre peuple attend beaucoup de lui. Et que le budget qui est voté, le budget de presque 10 milliards, il faut que le gouvernement fasse un effort pour mobiliser ces 10 milliards-là et que l'argent soit réellement affecté dans ce qui est prévu au niveau de budget. Quant à nous, les élus, nous allons faire notre travail, c'est-à-dire celui de contrôler réellement ces gouvernements. Le contrôle n'est pas nécessairement de sanctionner négativement, on peut sanctionner aussi positivement parce que les contrôles, ça permet au gouvernement d'être éveillé, de comprendre qu'il y a des secteurs ou des points qui ne marchent pas, qu'il doit faire un effort là où ça ne marche pas et que la population, comme il est très exigeant, cette population est aussi très exigeante à leurs élus, je crois que nous aussi, on va être aussi très exigeants sur le gouvernement pour qu'il y ait résultat. Parce que c'est par ces résultats-là que nous allons encore nous présenter devant cette population pour solliciter un autre mandat. Alors, voilà ce que nous pouvons dire, que les projets qui sont en cours, vraiment que ces projets-là, que le gouvernement fasse un effort pour que ces projets-là soient bien gérés et que les résultats soient là pour que ces résultats nous permettent de dire à la population, voici ce que nous avons fait et voici les résultats. Et à vos collègues de l'Union Sacrée, les révolutionnaires? Oui, à tous nos collègues de l'Union Sacrée, d'abord, je remercie tous les révolutionnaires pour la mobilisation d'aujourd'hui. Vous savez, les groupes de révolution, c'est plus de 150 députés. Aujourd'hui, nous étions presque 72 députés parce que d'autres sont dans leur base. Nous sommes en vacances pendant le moment de vacances parlementaires, mais tous les collègues qui sont à Kinshasa se sont mobilisés pour lever les tons, pour mettre en garde tous les tireurs de ficelle. Parce que, vous savez, madame, au niveau de l'Assemblée, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des députés, des politiques, qui, dans leurs calculs, peuvent attendre que la maison brûle, qu'il y ait l'instabilité pour qu'ils tirent profit de ça. Et nous, on ne peut pas tomber dans ces pièges-là, parce que l'instabilité aujourd'hui de la majorité ne profitera à personne. Et pour ça, nous avons demandé à nos collègues, c'est-à-dire à tous les députés d'être vigilants, de faire leur travail, de faire confiance au chef de l'État et d'attendre que le gouvernement fasse ce qu'il est en train de faire pour qu'il n'y ait pas, par exemple, des raisons pour dire moi je n'avais pas, le gouvernement dit je n'avais pas bien travaillé parce qu'il y avait à tout moment une instabilité au niveau du Parlement
Nous voulons qu'au niveau du Parlement, qu'il n'y ait pas cette raison-là, qu'il y ait la stabilité et que les députés fassent réellement le travail qui leur est donné. Député Dédé Kodora, grand merci d'avoir répondu. Kodoro, voilà. Je ne sais pas d'où me vient le A parce que c'est même écrit ici. Monsieur Dédé Kodoro, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, je vous remercie aussi. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer tous mes électeurs de Yakoma qui nous suivent, tous nos électeurs de Nord-Ubangi, qui est ma province, qui ces derniers temps connaissent un peu de difficultés à cause de l'exécutif provincial, la démission du gouverneur, dont nous attendons du chef de l'État la prise d'acte pour ouvrir la voie à l'organisation d'une nouvelle élection. La population demande, est en train par des marches, par des déclarations de confessions religieuses de la province, en train de solliciter auprès du chef de l'État cette prise d'acte de la démission du gouverneur rapidement pour que dans l'organisation des élections de province qui va, je crois, qui sera programmée d'ici le mois de fin février-mars, que la province du Nord-Ubangi soit aussi programmée pour avoir un nouveau souffle à la tête de cette province-là qui est presque à l'état abandonné. Grand merci à vous également. Nous disons grand merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, notamment dans le Nord-Ubangi, votre fief électoral. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce Kinshasa Direct. Vous l'avez compris, le deuxième invité n'est pas arrivé. Je rappelle, c'était le député provincial Peter Kazadi. Avec lui, nous devrions aborder les 5 ans après le décès de Étienne Tshisekedi. Que reste-t-il encore du combat du Sphinx de Limete, qu'à cela ne tienne? Dans quelques instants, nous allons prendre la grande édition du journal d'Amina Bayombo et avec moi, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.